avec donc Julien Semmelet de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui va nous présenter le cadre et la politique SRCE au niveau de la région. Ensuite, Madame Van Pen nous fera une introduction sur la trame verte forestière et la connectivité écologique. Et puis Fabrice Koch nous présentera le projet Trame verte forestière avec ses objectifs, ses partenaires et les différents sites d'études. Donc à vous, Monsieur Semmelet. Oui, bonjour. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Et je mets en mode plein écran. Ça marche? C'est bon. Ok. Donc, bonjour, donc, Julien Semmelet, je suis responsable du service expertise à la direction de l'environnement et de l'énergie à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je remplace Anne-Cécile Prat aujourd'hui, qui aurait dû intervenir à ma place et qui a suivi ce projet depuis le début au sein de la région. Alors, je suis quand même finalement un petit peu fier aussi d'être présent avec vous ce matin parce que j'ai participé à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique Rhône-Alpes il y a quelques années et qui est finalement un petit peu à l'origine de ce projet et du travail que vous avez mené depuis 3 ans, de 2018 à 2020, sur la trame forestière et qui est donc un projet qui est piloté par l'ENF. Donc moi, je ne suis pas là pour parler de ce projet parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont le présenter. Je vais essayer de vous resituer un peu le contexte et le cadre politique dans lequel est né ce projet et puis un petit peu parler un peu des perspectives aussi au niveau politique et sur les suites éventuelles de ce projet. Alors je vais remonter 2-3 ans en arrière pour rappeler un peu dans quel contexte était né ce projet. Alors c'est pas si loin, mais c'est vrai que depuis, il y a beaucoup de choses qui sont passées finalement. C'est notamment que les schémas régionaux de cohérence écologique n'existent plus. Ils sont remplacés par le SRADET. C'est aussi que la région a voté une nouvelle politique depuis, la stratégie environnement-énergie, et puis qu'on a eu aussi une crise sanitaire et avec un plan de relance qui a été également voté dernièrement. Donc, si je reviens un peu aux origines, c'est le schéma régional de cohérence écologique. Alors, je dis Rhône-Alpes parce que c'est bien en Rhône-Alpes qu'a été initié ce projet. On verra qu'on a eu l'extension à l'Auvergne. Mais en tous les cas, ce schéma, il était initié à l'époque par la loi dite Grenelle 2 de 2010 et qui a permis, c'est ça qui est intéressant, d'intégrer en tout cas la trame verte et bleue, le principe de la trame verte et bleue dans le code de l'environnement et ainsi également que dans le code de l'urbanisme. Et puis donc, ces documents stratégiques de planification ont été élaborés par l'État et la région à l'époque pour une durée de 6 ans. Ils ont été adoptés en Rhône-Alpes en 2014, en Auvergne en 2015, donc on est pratiquement sur le même pas de temps. Et le point important de ces documents, c'est qu'ils permettent de décliner à l'échelle régionale le concept de trame verte et bleue. Donc on a identifié les enjeux, les priorités d'action. On a une cartographie qui permet d'identifier cette trame verte et bleue, et puis un plan d'action ainsi que des outils proposés pour leur mise en œuvre. À titre d'exemple, j'ai parlé de la politique Rhône-Alpes, donc qui a changé depuis, mais sur ces points-là, on est dans une certaine continuité. On a mis en place des contrats variables qui étaient un moyen finalement d'appliquer et de mettre en œuvre ce schéma régional de cohérence écologique. Les conventions pluriannuelles d'objectifs, celles qui nous concernent aujourd'hui, qu'on appelle les CPE thématiques, c'est également un outil de mise en œuvre du SRCE. Et puis, point important, ces documents de planification sont des documents réglementaires qui sont opposables aux documents infra en urbanisme, les SCOT, les PLU, les chartes de PNR, notamment dans un niveau de prise en compte. Donc la trame forestière, la trame verte forestière, était bien identifiée dans le SRCE Rhône-Alpes. Je ne vais pas vous réexpliquer le SRCE Rhône-Alpes, j'ai juste m'attaché à deux orientations, et surtout une, qui est donc à l'origine de ce projet. C'est une orientation qui concernait l'amélioration des connaissances. Et sur ce point-là, on avait identifié un certain nombre d'actions, et entre autres, une qui concernait la trame forestière pour mieux comprendre notamment les liens entre les différents types d'espaces forestiers, en termes de structure, de composition, de diversité, donc, et le déplacement des espèces. Comprendre s'il y avait un impact ou pas. Donc repérer s'il n'y avait pas, pourquoi pas, des ruptures de perméabilité dans cette trame forestière. Donc c'était là tout l'objectif, en tout cas tout le travail qui a été fait, et c'est pour ça donc qu'on a notamment créé cette CPO trame verte forestière.
Je cite aussi une autre orientation qui est la mise en œuvre, ou en tout cas la mise en synergie et en cohérence, en tout cas, des politiques publiques, notamment dans le domaine forestier et dans le domaine environnemental. On peut dire à titre d'exemple que le plan régional bois-forêt, par exemple, qui est porté par l'État et la région, a intégré les enjeux de trame verte et bleue. À noter quand même que le SRCE Auvergne n'avait pas identifié en tant que tel un volet amélioration des connaissances sur cette trame forestière. Ce qui explique peut-être d'ailleurs qu'on a été plus centré notamment sur les sites expérimentaux du projet sur la partie Rhône-Alpes. Les CPO thématiques, comme je vous en ai parlé, donc, elles sont finalement faites sur le même modèle. Il y en a plusieurs qui ont été mises en œuvre, 5 au total, dont celle-ci. C'est des projets qui sont portés par un chef de file, en l'occurrence l'ENF ici, mais avec plusieurs partenaires. Donc là, on est sur un projet multipartenarial. Je ne vais pas m'étendre sur ce projet parce que je pense que Fabrice Koch reviendra dessus. Mais on a dedans comme autres partenaires le CRPF, les communes forestières, les conservateurs d'espaces naturels, les conservateurs botaniques, l'INRAE, la LPO, la FNE et la Fédération de chasse. Donc on voit qu'on est sur un projet très important, pratiquement plus d'1 million d'euros d'ailleurs, sur 3 ans, hein, avec un financement essentiellement par le FEDER. Et comment dire, on est bien sur une approche transversale du sujet, la trame verte forestière. On n'est pas sur des projets type, comme j'ai parlé tout à l'heure, contre vert et bleu, sur des volets territoriaux. Les autres CPO thématiques, je vous les cite pour mémoire. Il y en a une qui a été faite sur les infrastructures linéaires de transport et leur impact sur les continuités écologiques. Elle a été pilotée par le CEREMA. Elle s'est terminée en 2017. Une autre sur la trame bleue, qui s'est terminée très récemment avec un séminaire de restitution, et qui était pilotée par l'association Rhône-Alpes Auvergne, l'association Rivière. Une autre sur la trame verte et bleue périurbaine et urbaine, pilotée par l'URCAUE, donc qui s'est terminée en 2017 aussi. Et puis une dernière, je dirais sans citer celle sur la trame forestière, c'est celle sur la perméabilité écologique des espaces agricoles. Elle est pilotée par l'ISARA. Finalement, elle est assez proche de celle qui concerne la trame forestière. En tout cas, c'est comme ça qu'elle était libellée dans le SRCE. C'était pour améliorer aussi les connaissances sur les espaces agricoles. Et le séminaire de restitution est en avril 2021, si vous voulez noter dans vos agendas. Voilà. Donc pour vous expliquer qu'il y avait du changement, le contexte législatif a effectivement évolué en 2015. Donc on a le SRADET qui a été qui est un nouveau schéma qui a été proposé par la loi la loi NOTRe. Et ce schéma, sa particularité, c'est qu'il est très intégrateur. Quand je dis qu'il est très intégrateur, il intègre pratiquement plus de 11 domaines. Alors quand on parle de domaines, ça va de l'habitat, en passant par les infrastructures de transport, les déchets, l'énergie, donc la biodiversité évidemment. Et donc il a intégré ce schéma plusieurs schémas existants, les SRCE, mais également les SRCAE, les plans déchets. Voilà, donc ils sont cités sur cette diapositive. Mais c'est un point important. Alors, le fait que les SRCE n'existent plus maintenant, parce que ce SRADET, donc le SRADET qui donc là est à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes, a été approuvé par la région en décembre 2019 et dernièrement, et donc aussi par le préfet en 2020. Ce SRADET, il a donc repris, on va dire, intégralement les 2 SRCE Auvergne-Rhône-Alpes. Il a quand même fait l'objet d'une concertation il y a un travail d'élaboration pendant 2 ans et demi. Il faut quand même noter que finalement, quand le SRADET est apparu, quand on a commencé à travailler sur le SRADET, c'est le moment où la CPO thématique trame verte forestière a débuté. C'est-à-dire que c'est en 2015, en 2017, et que surtout les SRCE, on a dû faire un bilan des SRCE finalement un peu tronqué, parce que la SRCE devait se terminer en 2020-2021, et on a fait un bilan intermédiaire finalement sur des données 2015-2017. Voilà, donc on n'a pas pu finalement voir l'effet complet de ces schémas, mais on espère que dans le cadre de la mise en œuvre du SRADET, on aura un bilan intéressant. À noter aussi que ce schéma, ce SRADET, contrairement au SRCE, il y a un niveau de posabilité juridique qui est différent. C'est-à-dire que les objectifs du SRADET seront, comme le SRCE, pris en compte dans les documents infra. Alors, j'ai documents infra, mais ça touche, vu les domaines concernés, également les plans de déplacement urbain, les plans climat et énergie. Voilà. Et il existe aussi un document particulier dans le SRADET qui est le fascicule des règles
ce fascicule des règles, les règles qui sont listées sont des règles qui sont, elles, par contre, compatibles, qui devront être compatibles et donc avec les documents infra. Et c'est ces deux règles, donc je vais vous en citer deux. Alors, je rappelle juste les objectifs qui ont été repris dans le cadre du SRADET, objectifs qui sont issus en grande partie des deux anciens SRCE. Je ne vais pas toutes les rappeler, elles sont listées ici dans cette diapositive. Je m'arrêterai juste sur les deux dernières. C'est améliorer, alors, je vais l'enlever. Améliorer la prise en compte des arbres hors forêt dans la continuité des milieux boisés. C'est un point important, j'y reviendrai juste à la fin de mon intervention sur les perspectives et notamment le plan de relance qui a été voté par la région. Et puis, en gras, c'est améliorer les connaissances des effets du changement climatique sur les peuplements forestiers. Vous voyez que le volet connaissance est encore présent dans le SRADET et donc pourra peut-être, justement, en termes de perspective, faire l'objet, pourquoi pas, d'accompagnement par la suite via des politiques publiques. Parler des règles, le fascicule des règles, il y en a deux qui concernent la trame verte forestière. La règle numéro 7 qui concerne la préservation du foncier agricole et forestier. Là, il s'agit finalement, c'est une règle qui relève des enjeux de consommation d'espace et donc d'avoir une économie finalement et de réduire la consommation d'espace agricole et forestier, mais également naturel, pour l'urbanisation, les aménagements du territoire, les infrastructures linéaires de transport. Donc là, on est sur cette règle numéro 7. Et puis la règle numéro 39, elle vise plus spécifiquement des milieux agricoles et forestiers, support de biodiversité, réservoirs de biodiversité par exemple. Et donc l'objectif, c'est d'identifier dans les documents d'urbanisme, type SCOT+, des secteurs à vocation forestière, support de biodiversité. Les forêts anciennes, les forêts à fort enjeu écologique, le maillage bocager et linéaire de haies, on a parlé d'un enjeu sur les arbres, ce qu'on appelle hors forêt. Voilà, donc ça, c'est les deux règles qui concernent plus spécifiquement les espaces forestiers. Et puis, je finirai sur ma dernière diapositive qui concerne finalement un petit peu une mise en perspective, de savoir, et après, qu'est-ce qu'on fait? On est ici aujourd'hui sur un séminaire de restitution pour cette CPO thématique. Les perspectives, finalement, il y a deux entrées possibles. On a encore le volet connaissance, comme je l'ai dit, et puis on a aussi un volet territorial sur lequel on pourra continuer à agir. Sur le volet connaissance, les suites des CPE thématiques, on peut tout à fait, et on est actuellement en train de construire la prochaine programmation du FEDER 2021-27, également envisager des suites pour, en tous les cas, accompagner de futurs programmes de ce type pluripartenaire, pluriannuel. En tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de le proposer dans le cadre de cette future programmation qui, pour l'instant, n'a pas encore été approuvée par l'Europe et même n'est pas encore remontée au niveau de l'Europe. Et puis, sur le volet connaissance, c'est à noter également, en tout cas, le lancement du pôle régional arbres, champêtres et urbains. Donc, c'est les arbres hors forêt. C'est un pôle que, en tout cas, la région a financé dans le cadre de son plan de relance. Et puis, c'est un pôle tripartite en termes de portage. C'est porté par la région, par l'Office français de la biodiversité, par l'État, donc l'ADREAL, avec deux opérateurs qui ont été identifiés, la mission et l'URCAUE. Le séminaire de lancement, d'ailleurs, de ce pôle aura lieu le 28 janvier 2021. Et puis, j'ai parlé d'un volet plus territorial. Sur ce volet territorial, deux axes aussi, en termes de perspective. C'est déjà le renforcement des contrats verts et bleus, avec notamment l'extension à l'Auvergne, que ce soit avec des financements également FEDER. On espère pouvoir proposer ça dans le cadre du FEDER aussi, que ce soit retenu. Et puis, au titre de notre stratégie environnement-énergie à la région, c'est une politique qui continue, en tous les cas, telle qu'elle a été validée en 2018. Alors, certes, il y aura des élections en 2021, peut-être des changements, mais en tous les cas, cette politique, pour l'instant, elle a fait ses preuves et elle continuera. Et puis, un autre volet, on va dire, que j'ai mis dans le volet territorial, c'est le plan régional pour le développement des arbres champêtres et urbains. Donc, c'est le volet plus opérationnel du pôle qui était présenté juste avant. Là, encore une fois, c'est plutôt un financement dans le cadre du plan de relance de la région. L'objectif, c'est surtout de mobiliser les dispositifs existants au niveau de la région, mais pas uniquement des dispositifs environnementaux, mais également que ce soit les politiques agricoles, les politiques de mobilité, les politiques d'aménagement du territoire de la région, avec des contrats ambition région, par exemple. Et l'objectif, c'est d'intégrer le fait d'accompagner la plantation d'arbres, l'entretien des arbres, des haies, de développer la filière arboricole, horticole,
de développer des modes de gestion durable de ces arbres. Tous ces éléments-là, ça sera intégré dans le cadre de nos dispositifs existants. Voilà. Donc, disons que en tout cas, en termes de perspective, voilà à peu près, de façon très synthétique, un petit peu des quelques pistes. Et puis, ce que je voulais également dire, voilà, je crois que j'ai fini ma présentation. J'ai parlé des élections régionales, donc vous avez bien compris quand même que pour nous, ça va être quand même un bouleversement comme à chaque fois, à chaque nouvelle mandature. Hein. Donc, on risque d'avoir justement peut-être des nouvelles orientations à partir de 2021, ou fin 2021. Voilà, je ne pourrais pas rester longtemps ce matin, je serai obligé de vous quitter à 10 heures. Par contre, mon collègue Alain Martinet est présent, je crois, au séminaire toute la journée, donc il pourra éventuellement répondre à certaines questions que vous pouvez vous poser sur ce sujet. Très bien. Merci beaucoup, Julien. Pour revenir sur la CPO Isara, j'ai vu que quelqu'un était inscrit, donc j'espère qu'il est là aujourd'hui. Peut-être qu'il pourra intervenir dans la première session sur les milieux agricoles. Ce sera intéressant d'avoir son retour. Et puis juste donc pour les problèmes de partage d'écran de certaines personnes, donc des fois il y a un petit décalage. Effectivement, ça peut venir de votre connexion. Sinon, encore une fois, passez bien par l'application Teams et non pas par le navigateur web. Voilà, je passe tout de suite la main à Sylvie Van Pen de l'INRAE qui va nous introduire les concepts de trame verte forestière, trame verte et bleue et les enjeux de connectivité écologique. Bonjour, c'est bon, vous voyez mon écran? Pas encore. Peut-être le temps que ça charge, des fois il y a un petit décalage. Hop. Non, toujours pas. Toujours pas, alors attends, je vais recommencer. Hop. Normalement. Voilà, là c'est bon. Là, c'est bon. On peut mettre en plein écran. C'est bon? Oui. Bonjour à tous, donc je suis Sylvie Van Pen, je suis chercheure à INRAE PACA, donc Aix-en-Provence, mais j'ai été très longtemps en poste à ce qui s'appelait SEMAGREF puis IRSTEA à Grenoble. Donc c'est une région que je connais bien et où je suis encore largement présente. Donc moi je vais vous présenter les enjeux de connectivité de la trame verte et bleue et je commence par un petit rappel sur le contexte de déclin de la biodiversité. C'est quelque chose qui est connu depuis maintenant 40 à 60 ans. Il y a eu des premiers écrits dans les années 60 aux États-Unis, mais depuis 2018, quand même, on peut dire que c'est arrivé dans le champ de la connaissance grand public, avec notamment quelques-unes. Donc là, je vous présente celle du Monde, mais il y avait aussi eu Libération qui font état des constats qui sont une disparition non plus seulement d'espèces menacées et d'espèces protégées, qui était souvent le cas qui était mentionné dans les années précédentes, mais aussi d'un déclin de la biodiversité commune. Et donc vous avez, donc c'est des données que j'ai prises plutôt sur PACA, j'avais pas les synthèses en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est les bilans régionaux du suivi temporel des oiseaux communs qui montrent que dans tous les milieux, pour les espèces spécialistes d'un milieu, on a une diminution importante des populations d'oiseaux communs. Seules les espèces généralistes maintiennent leur population, voire sont en légère croissance. Donc je ne le détaille pas, mais je vous rappelle ici les chiffres des espèces menacées en France métropolitaine et puis quelques taxons. Donc la pie-grièche à poitrine rose qui a été identifiée comme disparue l'année dernière, le dernier couple nicheur, il n'y a plus qu'un seul, un des deux individus qui reste, donc il n'y aura plus de reproduction. Et puis une carline, une plante qui a disparu. Et sur les végétaux, on a aussi des menaces très importantes. Donc, quelles sont les causes de ces déclins de la biodiversité ? Alors, entre la France et le monde, il y a un peu des différences. On n'est pas trop, nous, sur la surexploitation. Nos causes majeures d'érosion de biodiversité sont liées à l'homogénéisation des paysages, notamment des paysages agricoles, la destruction et l'artificialisation des espaces par nos infrastructures, aussi bien bâtiments, centres commerciaux, voiries, éoliennes et tout ça. Et
un résultat de cette destruction artificialisation, c'est aussi la fragmentation. C'est-à-dire que même si on a les surfaces de milieux qui restent à peu près constantes, le fait qu'elles soient séparées par des barrières qui sont très difficiles à franchir pour la faune, ben, fait que, en fait, on a un isolement des populations végétales et animales. Et quand on a un isolement des populations, ben, s'il y a un événement perturbateur qui intervient, une mortalité qu'elle soit naturelle ou provoquée, ben en fait, si le milieu est isolé, il ne peut pas y avoir de recolonisation par de nouveaux individus pour permettre à ce milieu d'être à nouveau porteur d'une population. Et il n'y a non plus pas d'échange d'individus et donc pas d'échange de gènes entre les populations. Et donc, ça amène à une consanguinité qui est généralement source de moins de vigueur de la population. Donc, parmi les autres perturbations qu'on a dans nos territoires, mais il y a différents types de pollution. Donc, je vous en ai ciblé quelques-unes. La pollution lumineuse. Donc, vous voyez ici une carte prise par l'astronaute Thomas Pesquet depuis la station Mir. Vous voyez l'éclairement nocturne du ciel. Donc, par exemple, sur l'Eurométropole lilloise qui est pointée là par la flèche, le ciel est entre 15 et 47 fois plus éclairé que le ciel nocturne naturel. Et on a certaines espèces qui fuient la lumière et qui sont déjà impactées simplement par l'alternance naturelle entre pleine lune et nouvelle lune. Donc, vous voyez que ces impacts 47 fois plus importants, c'est quand même majeur pour un certain nombre d'espèces, notamment sur des voies de migration, par exemple. Vous avez aussi la pollution sonore qu'on étudie moins. Il vient d'avoir une revue systématique, donc une recherche qui a été menée sur tous les articles qui en parlaient. Elle est très très bien étudiée sur les mammifères marins parce que les sons se propagent différemment dans l'eau. Elle est moins étudiée sur les habitats terrestres, mais c'est aussi un impact important de notre urbanisation. Puis vous avez les différentes pollutions, vous avez le changement climatique et vous avez l'apparition de plantes invasives qui ont tendance, pour certaines d'entre elles, à remplacer, faire disparaître les espèces indigènes. Or, les besoins de déplacement des espèces, ben, c'est les mêmes que les nôtres. Hein. C'est des besoins pour assurer leur cycle de vie, donc pour se nourrir, pour trouver un endroit pour se reposer, pour trouver un partenaire sexuel et pouvoir élever les jeunes, et puis pour certaines espèces, pouvoir changer de milieu quand les conditions sont difficiles. Donc ça peut être une migration à grande distance pour aller passer l'hiver dans un pays où il y aura de la nourriture en hiver, comme par exemple les hirondelles, les cigognes dans le temps pour une partie de leur population et un tas d'autres espèces, y compris des papillons, ou ça va être simplement un déplacement sur une échelle beaucoup plus petite, par exemple des chiroptères, des chauves-souris qui vont aller s'abriter dans des grottes pour passer l'hiver à l'abri. Et bon, là, et aussi les poissons grands migrateurs qui vont faire des grands trajets comme les saumons ou les anguilles, ou simplement des trajets à plus courte distance sur les cours d'eau et pour lesquels les seuils qui sont présents sur les cours d'eau opposent un obstacle à leur déplacement. Ce qui est important de comprendre dans les notions qui vont permettre d'avoir abouti à la trame verte et bleue et à la déclinaison de la trame verte et bleue à différentes échelles, c'est qu'en fait, il y a la notion de réseau d'habitat qui va se décliner à la fois dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'on a vous voyez en bas de la diapositive, c'est ce qui concerne des petites surfaces et qui sont des déplacements quotidiens ou saisonniers entre tâches d'habitat d'animaux qui vont se déplacer par exemple pour aller chercher leur nourriture. Et ça va se jouer à l'échelle d'une année et d'une génération pour ces animaux. Puis quand on passe à une taille un peu plus grande, spatiale, on passe aussi à des échelles de temps un peu plus longues. Et on a là la notion de métapopulation. Vous voyez ces quatre petites tâches qui sont en fait des noyaux de population qui vont pouvoir échanger des individus entre eux. Et à ce niveau-là aussi, les fragmentations vont avoir une importance majeure puisque c'est elles qui vont couper les flux, qui vont permettre la recolonisation de milieux ou l'apport de nouveaux gènes dans des milieux pour vitaliser les populations. Et puis quand on passe à une échelle encore plus grande spatialement, ben là on passe à des échelles qui sont régionales. Et par exemple, c'est toute la question des populations qui sont en limite d'aire de répartition et pour lesquelles la notion de changement climatique va être d'une grande importance puisque
on a des espèces qui migrent déjà, mais qui vont sans doute encore plus dans le futur devoir migrer pour trouver des conditions de milieu favorables. Or, si à cette échelle-là, entre populations et à l'échelle de décennies et de grande taille spatiale, on n'a pas de connexion possible, on a des espèces qui ne pourront pas migrer pour trouver de nouvelles conditions favorables pour leur développement. Donc ces constats pour vous dire qu'on est arrivé avec le Grenelle de l'environnement à partir entre 2007 et 2010 à définir une nouvelle politique qui est une politique à la fois de préservation de la biodiversité, qui a pour objectif de maintenir les possibilités de déplacement des espèces entre zones favorables à leur habitat, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait les politiques précédentes qui étaient des protections d'espèces, des protections de milieux, avec toutes les politiques réserves naturelles, parcs naturels nationaux, arrêtés de protection de biotopes, en fait, ça ne permettait pas de maintenir la biodiversité parce que les flux entre ces habitats protégés ne pouvaient pas être maintenus. Donc, les moyens de préserver ces flux, c'est de préserver des continuités écologiques. Et la grande nouveauté de cette politique Trame verte et bleue, c'est qu'elle est inscrite dans le Code de l'environnement, comme les politiques précédentes de préservation de la biodiversité, mais surtout dans le Code de l'urbanisme. Et aussi dans les projets, dans les études d'impact, quand il y a des projets d'aménagement, les continuités écologiques doivent être prises en compte. Donc ces trois volets permettent d'avoir une action plus efficace pour essayer de préserver ces continuités. Elle se décline à plusieurs échelles. Donc au niveau national, il y a un document qui est défini par un décret qui s'appelle les orientations nationales trame verte et bleue, qui n'ont pas fixé de méthode pour définir la trame verte et bleue aux différentes échelles, mais qui ont défini des grands principes, des principes de cohérence. Et après, on a la déclinaison qui s'est faite d'abord à l'étape des régions, c'est ce dont vous a parlé Julien Semlet, avec les schémas régionaux de cohérence écologique qui ont été faits entre 2011 et 2016, mais qui ont été depuis intégrés dans les SRADET, donc j'y reviendrai pas, il vous en a parlé. Et puis ces SRCE ont dû être déclinés dans les documents de planification de rang inférieur, donc les SCOT et les plans locaux d'urbanisme, qu'ils soient intercommunaux ou communaux. L'échelle la plus fine, c'est celle des plans locaux d'urbanisme, et c'est à cette échelle-là que les continuités écologiques vont être affinées pour vraiment définir des interdictions de construction et des préservations de continuité écologique de manière forte. Et puis d'autres documents qui ne sont pas des documents réglementaires, mais se sont aussi beaucoup intéressés à la trame verte et bleue et sont des éléments de connaissance et de traduction d'une échelle à l'autre. C'est par exemple les trames vertes et bleues qui sont présentes dans les chartes de parcs naturels régionaux, certaines chartes forestières de territoire qui ont aussi décliné leur trame verte et bleue, plus des régions, des départements qui avaient aussi éventuellement avant la mise en place de la politique décliné une trame verte et bleue. C'était notamment le cas du département de l'Isère avec le REDI, le réseau écologique départemental de l'Isère. Donc le PLU, c'est donc un outil de mise en œuvre locale de la trame verte et bleue avec différents outils. Donc je ne vous les détaille pas, mais vous avez 2 diapos à la fin de mon diaporama si vous le chargez qui vous détailleront ces outils. Donc dans le PLU, il y a un premier document qui est l'étape d'identification de la trame verte et bleue dans l'état initial de l'environnement. Et à partir de cet état initial, la puissance publique communale choisit en fonction de son projet de territoire de préserver et de restaurer les continuités écologiques en justifiant ses choix. Et puis, ça se traduit dans la réglementation avec la cartographie du règlement graphique avec des zonages. Donc, bien évidemment, le classement des réservoirs de biodiversité et des corridors en zone naturelle ou agricole, mais avec la possibilité aussi de renforcer cette protection par des zonages indicés. Généralement, on les appelle les indices corridors CO ou C, ça dépend des règlements. Et à ces zonages indicés, un règlement adapté qui va par exemple prévoir des recommandations différentes du règlement classique d'une zone A par exemple. On peut penser par exemple à certaines clôtures agricoles où il y aura des recommandations particulières dans les zonages corridors. Et puis un certain nombre d'outils spécifiques qui sont disponibles et qui sont donc, je vous le disais, listés dans 2 diapos que je ne vous présenterai pas. Et puis il y a l'outil qui est l'OAP, c'est une opération d'aménagement concerté qui permet de préserver des secteurs de trame verte et bleue, là en ne fixant pas des indications très précises, mais en fixant des principes. Je vous détaillerai un petit exemple juste après.
Les limites du plan local d'urbanisme, c'est qu'il gère la constructibilité uniquement et peu les usages, en dehors de quelques points comme les clôtures, mais il peut pas aller plus loin. Et puis, une vraie difficulté, c'est qu'il fixe des enjeux dynamiques. La trame verte et bleue, c'est quelque chose qui est évolutif parce que la biodiversité, l'évolution des dynamiques de végétation sont dynamiques. Mais on est obligé de le fixer dans un document réglementaire. Et puis, il est finalement pas si durable que ça parce qu'il est soumis à des révisions qui peuvent être assez fréquentes. Donc voici quelques exemples de règlements graphiques que j'ai pris sur plusieurs territoires. Donc vous avez par exemple sur des dispositions graphiques ponctuelles avec des figurés qui mentionnent où il y a des espaces plantés à conserver ou à créer en cœur de ville, des éléments qui mentionnent les éléments qui doivent participer à la continuité écologique, donc au réseau écologique. Dans la partie basse de ce schéma, qui est celui en haut à gauche, vous avez l'imposition d'une marge de recul des constructions par rapport au cours d'eau. Et puis dans l'autre situation, c'est un surzonage qui est mentionné avec des espaces boisaux classés, des classements en zone naturelle, des classements en éléments paysagers d'intérêt. Vous avez un certain nombre de guides qui relient biodiversité, trame verte et bleue et plans locaux d'urbanisme qui donnent des exemples de ce type-là. Et puis les OAP, rapidement, donc l'OAP, elle pose un principe, une stratégie générale, elle ne fait pas un zonage très fin et elle met en place des prescriptions que devra respecter le lotisseur du terrain. Donc c'est par exemple là des grands principes de préservation avec des zones où on dit qu'il faut conserver ou créer des espaces verts, créer des alignements d'arbres et valoriser par exemple le bord d'un cours d'eau. Donc je vous ai mis le lien vers le centre de ressources trame verte et bleue, qui est un centre d'appui porté par l'Office français de la biodiversité et le ministère de l'écologie, où sous ce lien, vous avez quasiment tous les guides qui existent sur le lien entre trame verte et bleue et urbanisme. Donc voilà, quand on parle de trame verte et bleue à l'échelle communale, c'est identifier à l'échelle de son territoire les éléments réservoirs de biodiversité. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une sous-trame forestière, puisque c'est le sujet du séminaire, avec les corridors de cette sous-trame, donc qui vont être les linéaires boisés, qui vont permettre de relier les réservoirs boisés. Et puis, c'est important aussi d'identifier les éléments fragmentants. Donc là, on a identifié une infrastructure de transport, une zone d'urbanisation et une zone d'agriculture intensive qui sont en plus des milieux ouverts qui ne sont pas forcément favorables au déplacement de la faune spécialisée dans la forêt. Mais quand on parle de trame verte, de sous-trame forestière, on considère la forêt dans un grand bloc, une zone boisée. Or, si on veut parler de trame verte forestière, il faut forcément aller plus loin. C'est ce que vous montre cette petite loupe et qu'on va voir dans la diapo suivante. Parce que la trame forestière, elle a quand même des spécificités qui sont assez importantes. Elle est souvent la plus évidente à percevoir dans un paysage et c'est souvent, quand on illustre des questions de trame verte et bleue, on prend l'exemple d'une trame boisée parce que c'est très visuel. Mais donc on oppose la forêt aux autres milieux, mais quand on regarde au cœur de la forêt, et ben là il faut regarder la forêt, une forêt ou des forêts. On a des différentes essences et des cortèges d'espèces qui vont être associés. On a des stations forestières qui ont des potentialités et des physionomies différentes. On a des modes de gestion, des âges de peuplement différents. On a une ancienneté de la forêt qui est différente et qui va générer une flore associée aussi qui va être différente. Et puis les capacités de déplacement des espèces forestières, elles sont quand même très variables entre les capacités de déplacement d'un cerf sur un très grand territoire vital de plusieurs milliers d'hectares et les capacités de déplacement d'un coléoptère saproxylique qui va se déplacer à quelques dizaines de centimètres autour de sa cavité dans un bois mort. C'est très très différent. Les niches écologiques aussi utilisées par les espèces peuvent être très larges ou très restreintes. Et certaines espèces réalisent la totalité de leur cycle de vie en milieu boisé. D'autres ont besoin d'une complémentarité de milieu. Donc, pour toutes ces espèces... Si tu peux conclure en 2 minutes. Je conclue sur une diapo juste d'illustration pour vous montrer les types de corridors qu'on peut avoir. Je ne vais pas la commenter. Et une diapo pub, si vous voulez tout savoir sur la trame verte et bleue, le centre de ressources avec l'OFB et Télébotanica comme prestataires ont mis en place un MOOC trame verte et bleue qui va commencer le 25 janvier. Et donc, vous pouvez vous inscrire et vous trouvez plein d'informations sur la trame verte et bleue sur le centre de ressources. Donc, vous avez l'adresse en bas de diapo. Voilà.
Merci Sylvie pour cette présentation très, très complète. Donc pour répondre à des questions, effectivement, tous ces documents vous seront transmis, là, les présentations d'ici, je pense, la fin de semaine, avec le lien pour le replay également. Je passe tout de suite la main à Fabrice pour nous présenter le projet Traverse Project. Le projet Traverse Forestière. On t'entend pas. Bonjour. C'est bon. Je suis en train d'essayer de lancer la présentation. Ça ne veut pas. Attends. Hop, je recommence. Ah. Que se passe-t-il? Bon, alors moi, je suis censé vous présenter la structure du projet Traverse Forestière et les objectifs poursuivis. Ouais, je veux bien. Je comprends pas pourquoi ça ne veut pas démarrer. Alors, attends, parce que il faut que je... Voilà, excusez-moi. Donc, je me présente rapidement, Fabrice Coq, je suis responsable environnement pour l'Office national des forêts sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et donc j'ai animé le montage de ce projet à l'origine en 2016. Donc ce projet, il a pour origine, comme l'a présenté Julien Semmelet tout à l'heure, les schémas de cohérence régionaux Rhône-Alpes et Auvergne. Ça a été le cadre indispensable dans lequel, dont il a fallu disposer pour pouvoir insérer ce projet. Mais parallèlement, il y a eu aussi des démarches entre notamment les principaux acteurs de la forêt publique et privée, les ONG environnementales de la région, l'État et la région elle-même, qui ont élaboré en 2015 une stratégie régionale pour les services socio-environnementaux rendus par les forêts. Et dans le cadre de la discussion de cette stratégie, il a été décidé collectivement de s'engager dans un programme d'action en faveur de la trame verte forestière. Donc la conjonction de ces deux éléments ont permis d'engager ce programme avec des financements FEDER. Quelques éléments de repère sur ce projet qui ont déjà été rapidement évoqués tout à l'heure par Julien. Donc 10 partenaires. Là, vous avez 9 logos, mais parce qu'il y a 2 conservateurs botaniques impliqués, pour un montant un peu inférieur à 1 million d'euros sur 3 ans, avec le colloque de restitution ce jour même. La structure du projet, je le détaillerai très rapidement tout à l'heure. Donc 3 actions transversales, 4 problématiques identifiées qui ont été expérimentées dans 4 sites différents, avec au final des déclinaisons opérationnelles des résultats obtenus. En termes de partenariat, le rôle des uns et des autres est le suivant. Donc, pilote du projet, c'est l'Office national des forêts. La coordination scientifique a été assurée par INRAE. Donc sur chacun des sites, on avait un pilote qui a coordonné les travaux, l'Union régionale des communes forestières, le CNPF, Centre national de la propriété forestière, le Conservatoire Rhône-Alpes d'espaces naturels et INRAE. Les données naturalistes ont principalement été recueillies sur le terrain par les 2 conservatoires botaniques, Massif central et alpin, par la LPO et par France Nature Environnement. Les actions transversales ont été pilotées par l'ONF et l'Union des communes forestières, et des actions de communication ont été menées par France Nature Environnement et l'Union des communes forestières. Alors si on rentre un peu plus dans le programme en lui-même, donc 3 actions structurantes. La première a consisté à travailler sur la prise en compte de la trame forestière dans l'aménagement du territoire, donc une action pilotée par les communes forestières, avec concrètement des actions de formation et de sensibilisation des élus au maintien de la trame forestière. La deuxième action, pilotée par l'ONF, Julien aussi en a parlé rapidement, a consisté à travailler sur la convergence des 2 SRCE Auvergne-Rhône-Alpes et Rhône-Alpes dans le cadre de la fusion des 2 régions. Et concrètement, les 10 partenaires ont proposé en fait des préconisations destinées à alimenter la réflexion sur la partie trame forestière du SRADET. Et puis enfin, dernière action transversale, elle a consisté à intégrer ces enjeux de connectivité dans les principaux outils de planification forestière régionaux, notamment le plan régional forêt et bois, qui fixe les grands objectifs sur l'amont et l'aval de la filière forêt et bois à l'échelle régionale pour les 10 prochaines années. Il a été validé en 2019. Et ces déclinaisons, et dans les déclinaisons, je pense notamment aux documents qui cadrent la réalisation des documents de gestion durable forestiers.
Si ensuite on passe dans les actions qui sont réalisées qui ont été réalisées sur chacun des sites expérimentaux. Alors, la première problématique sur laquelle on a travaillé est celle de la connectivité en contexte de fragmentation. C'est l'objet de la première session qui vous sera proposée aujourd'hui et qui a été expérimentée sur 2 sites. Le premier, c'est celui de la Basse-Vallée de l'Ain, dans le département de l'Ain, sous l'égide du Conservatoire d'espaces naturels. Et là, on a essentiellement travaillé sur la question de la connectivité dans un contexte agricole dominant, en lien notamment avec le réseau de haies et de boisements morcelés. Cette problématique a aussi été expérimentée dans un deuxième site, celui de la Basse-Vallée de l'Isère, sous le pilotage d'INRAE, où là, on a plutôt essayé d'identifier les principaux corridors écologiques entre 2 grandes zones de biodiversité forestière, que sont le massif des Champs-Barans et le Vercors, la vallée de l'Isère étant disposée entre ces deux grands massifs. Pour la session 2 de cette journée, nous allons nous intéresser à 2 autres notions. La notion de trame de vieux bois. On sait qu'une bonne partie de la biodiversité forestière est liée à des niveaux de maturité différents dans les peuplements forestiers. Et donc là, l'idée, c'est de travailler sur la notion de trame de vieux bois à l'échelle d'un paysage et de la façon de l'optimiser pour améliorer globalement la biodiversité forestière dans les forêts. Donc une expérimentation qui s'est tenue sur les montagnes de l'Ain, sous l'égide des communes forestières. Et toujours dans cette session 2, une deuxième notion qui aussi intéresse beaucoup la question de la biodiversité, c'est la question d'ancienneté des forêts. Et là, l'expérimentation s'est réalisée sur la Basse-Vallée de l'Isère, sous l'égide d'INRAE, avec essayer de vérifier de quelle façon en fait l'ancienneté des forêts joue un rôle dans la connectivité en fonction notamment du caractère morcelé de ces forêts, de leur taille et de leur configuration dans le paysage. La troisième et dernière session de la journée s'appuiera sur la dernière problématique qui nous a intéressés, c'est celle de la gestion forestière et de la connectivité intraforestière, donc au sein même des massifs forestiers, en essayant de voir de quelle façon les différents modes de gestion forestière et leur répartition dans l'espace influent sur la circulation de la faune et de la flore. Donc là, le site d'expérimentation, ce sont les monts de la Madeleine dans les Bois Noirs, monts de la Madeleine et Bois Noirs dans le département de la Loire, sous l'égide du Centre régional de la propriété forestière. Alors pour finir, une petite carte tout simplement pour que vous visualisiez bien où étaient situés ces sites d'expérimentation. Donc vous avez les sites d'expérimentation qui sont en hachuré fin. Et puis vous avez aussi en pointillé les zones, les secteurs en fait de la région sur lesquels la problématique expérimentée dans les sites peut être transposable puisqu'on est sur des milieux un peu équivalents. Donc on voit que l'objectif a été d'essayer de couvrir des problématiques assez transversales et qui intéressent des surfaces forestières sur à peu près l'essentiel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie. Merci Fabrice. Eh bien écoutez, je vous propose de passer tout de suite à la première session. Je passe la main à Liliane Thomas donc, du CEN et Laurent Bergès de l'INRAE qui vont nous présenter ces travaux sur les 2 sites pilotes.